Et parfois je tombe sur des commentaires, mais je me dis, vous êtes des détraqués. Heureusement, ça reste très rare de voir ça, mais ça fait peur. L'autre fois, t'as une personne sous mes vidéos qui a sorti, elle l'a mérité. Elle a rien fait pour s'en sortir, donc elle a mérité ce qu'elle a eu. Là, il parlait de la victime, comme quoi elle méritait de mourir. Oui, c'est absurde de voir ce genre de choses, de voir à quel point il y a des gens sans aucune compassion. Et ces gens-là, mais vous, je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais faudrait réfléchir avant de sortir de telles absurdités. Use your brain, man! Un peu de respect, bon sang, c'est la moindre des choses. Parce que le jour où ça va t'arriver, ce que je te souhaite pas, ça va te faire tout drôle. Ouais, ça va te faire très très drôle même. Bref, ce genre de commentaires, ça me choquera toujours. Et encore, vous avez rien vu. Dans une vidéo future, on parlera plus en détail de ce problème. Ces gens-là qui sont anonymes et qui postent des commentaires mais totalement absurdes. Enfin bref, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je souhaite vous parler d'une histoire qui a eu lieu au milieu des années 2000, il y a presque 20 ans maintenant. Et ça s'est déroulé aux États-Unis. Elle n'a pas été souvent traitée alors qu'il s'agit d'une histoire très choquante et loin d'être un cas isolé. À travers cette vidéo, on va rendre hommage à une jeune personne qui est partie bien trop tôt. Nous sommes le 21 janvier 2005 dans l'Illinois, à East Moline. Le temps est particulièrement froid pendant cette période de l'année, dans cet état du Midwest américain où les températures peuvent descendre jusqu'à -5 degrés. Si cette journée peut paraître normale du point de vue de bon nombre d'entre vous, eh bien elle ne sera plus jamais la même aux yeux de Tony Reynolds, qui déclare la disparition de sa fille. Mes amis, je viens aujourd'hui vous raconter la triste histoire d'Adrienne Reynolds. Alors sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Avant de commencer notre histoire, je vous présente le sponsor du jour. Il s'agit d'eBay Club, le leader du cashback. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le cashback? Eh bien, je vais vous expliquer. En utilisant eBay Club, vous pouvez rembourser un pourcentage de votre achat sur toutes vos opérations que vous effectuerez, que ce soit en ligne, en magasin et même sur des bons d'achat. eBay Club est un service 100% gratuit qui, depuis très récemment, a mis en place un système qui vous permet d'acheter des bons d'achat. Vous vous rendez sur eBay Club, tu sélectionnes le bon d'achat de ton choix selon tes préférences. T'as vraiment de tout. Si t'es en déplacement et que t'as l'habitude d'utiliser Airbnb, t'auras 5% remboursé. Chez Carrefour, tu fais tes petites courses, 3,6% remboursé. Ou encore, si t'achètes régulièrement des vêtements sur Zalando, t'auras 6% remboursé. Franchement, des économies aussi faciles, ça fait toujours plaisir. Tu sélectionnes le bon d'achat que tu préfères, tu pourras ensuite l'utiliser où tu veux, que ce soit en ligne ou en magasin. Et tu peux même le cumuler avec le cashback disponible pour encore plus d'économies. C'est hyper pratique au quotidien en faisant du shopping, ses courses, en les cumulant pendant les soldes, le Black Friday ou encore même Noël qui va arriver très vite. Et Buy Club a vraiment pensé à tout. Et franchement, si t'as des grosses dépenses, ça coûte rien, c'est gratuit. C'est facile et c'est très pratique, on va pas se mentir. À l'ouverture de votre compte eBay Club, si vous utilisez mon lien en description, vous avez 6 € offerts. Et à partir de 10 € accumulés, vous pourrez demander un paiement bancaire sur PayPal ou même encore une carte cadeau. Donc si vous souhaitez faire des économies, n'hésitez pas, foncez sur eBay Club. En tout cas, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, ça fait plaisir. Bref, maintenant, on se reconcentre sur notre histoire. Adrienne Reynolds est née le 12 septembre 1988 à El Dorado, dans l'Arkansas. Elle réside à Kilgore, une petite ville d'environ 11 000 habitants au Texas. Elle est la fille de Caroline Franco et a été adoptée par Tony Reynolds. Tony Reynolds était à l'origine marié avec la grand-mère maternelle d'Adrienne, Beverly. Quoi? Le père qui sortait avec la grand-mère et qui finit par adopter sa fille? What? Pas très clair cette histoire. Alors je sais pas si je me suis perdu, mais c'est un peu bizarre tout ça. Bref. Tony a décidé d'adopter la jeune fille à cette époque, car Caroline, la mère d'Adrienne, était très jeune lors de sa naissance. Elle aurait vécu quelque temps chez eux avant de retourner auprès de sa mère. Le mariage entre Tony et Beverly ne dure pas, et Tony se remarie ensuite avec Joanne. Ici, je vous avoue que c'est l'une des premières fois où c'est un fucking bourbier dès le départ.
On a du mal à cerner la relation entre le père, la mère et la grand-mère d'Adrian. Mais je me devais de vous en parler et de nous mettre dans le contexte parce que c'était plutôt important. Et concernant les métiers des parents de la jeune fille, eh bien il n'y a aucune info à ce sujet. Enfin bref, reprenons et on se concentre. Adrian vit avec sa mère et son beau-père jusqu'au début de son adolescence. Caroline décrit sa fille comme timide et calme, mais s'ouvre facilement quand elle connaît la personne. La jeune fille est passionnée de chant, et ça lui arrivait de chanter lors de certaines occasions, comme des réunions de famille par exemple. Elle avait un talent avec sa voix, tellement beau que ses professeurs ont affirmé qu'elle pouvait faire pleurer ceux qui l'écoutaient. Moi aussi je peux faire pleurer ceux qui m'écoutent, mais pas de la même manière. Plutôt dans la catégorie souffrance. Bref, mais malgré toutes les belles choses qu'on peut dire sur elle, son comportement n'a pas toujours été irréprochable. À 12 ans, Adrian a souffert d'un éclatement de l'appendice. Ouh, mais c'est horrible. J'imagine trop le truc dans ma tête. Non, faut pas que j'imagine en fait. Cette situation l'a malheureusement freinée dans ses études, et le retard accumulé n'a pas pu être rattrapé. Elle a eu par la suite de mauvaises fréquentations, avec qui elle adorait traîner tard, causant par la même occasion une grosse mésentente avec sa mère. Adrian a commencé à fumer de l'herbe et a également été en centre de désintoxication avant d'aller vivre à East Moline. L'adolescente aurait également subi de la maltraitance de la part de son beau-père, ce qui a forgé son comportement, la rendant plus difficile. À cette période, elle se faisait du mal et s'infligeait elle-même des blessures au corps. C'est dire à quel point elle se sentait mal. Son attitude générale pousse sa mère à réfléchir sur la possibilité d'envoyer Adrian vivre chez son père. En novembre 2004, elle emménage à East Moline, une ville de 20 000 habitants en Illinois. Là-bas, elle est chez Tony et sa belle-mère Joanne. Elle est à plus de 1300 km de son ancien domicile. Ils sont très heureux de l'accueillir chez elle, et la jeune femme semble décider de mener à bien ses études, même si ce changement de vie n'est pas de tout repos. Adrian souhaiterait entrer dans le corps des Marines des États-Unis et obtenir son diplôme qui lui permettrait d'accéder à ce domaine. Elle trouve alors un emploi à temps partiel dans un restaurant, afin de gagner des sous juste après les cours. Elle va entrer au Black Hawk College Center à l'automne 2005 dans l'espoir d'obtenir son GED. En gros, le GED, c'est un diplôme de fin d'études un peu comparable au bac en France. Il s'agit d'un lycée alternatif pour les adolescents ayant rencontré une scolarité difficile, à l'instar d'Adrian. Par le biais de cette école, la jeune fille lie de nouvelles amitiés et fait la connaissance notamment de Cory Gregory et de Sarah Kolb. Et pour info, le prénom Cory est masculin ici, chose que je ne savais pas. Donc c'est juste pour vous informer. Maintenant, je vous propose d'en savoir un peu plus sur ces deux nouveaux amis. Sarah Kolb est née le 23 avril 1988 et elle réside avec sa mère et son beau-père à Milan, en Illinois. Cory Gregory, quant à lui, est né le 2 novembre 1987. Ils ont respectivement 16 et 17 ans au moment de notre histoire. Sarah est une adolescente brune qui arbore un style gothique et qui est populaire au sein de l'école. Elle est surnommée par des camarades The Queen of the Freaks, ce qu'on pourrait traduire par la reine des monstres. Pas très gentil dit comme ça. Il n'est pas évident de cerner la jeune fille, qui aurait prétendu avoir été abusée dans son enfance. Toutefois, elle est réputée pour ses mensonges, comme si elle souhaitait qu'on lui porte un peu plus d'attention. L'adolescente s'est également mutilée, ce qui a été un moteur de renvoi de son ancien lycée. Elle a été victime d'harcèlement et d'agression lors de sa scolarité. Sarah est bisexuelle et s'intéresse à la nouvelle arrivante. Cory et Sarah sont amis depuis qu'ils se sont rencontrés dans leur école. Ils ont d'ailleurs entretenu une relation amoureuse avant que l'adolescente y mette un terme. La relation n'engageait pas Sarah et Cory de la même manière, les sentiments du jeune garçon n'étant pas réciproques. Sarah a un petit copain, Sean McKittrick. Quant à lui, Cory est décrit comme timide et peu bavard par son entourage. Il est toujours amoureux de Sarah et lui est dévoué, au point d'être assimilé à un petit chien à sa botte et capable de tout faire pour elle. Les adolescents sont inséparables et se retrouvent dans leurs goûts musicaux. Ils se complètent parfaitement. Ils séchaient souvent les cours pour écouter de la musique et fumer de l'herbe. Ils sont tous les deux des jugalos. Et qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Je vais vous expliquer. C'est un terme utilisé afin de réunir les fans du groupe Insane Clown Posse. Le groupe va sortir un titre du nom de Jugla en 1992. Le terme jugalo serait utilisé que bien plus tard, vers la fin des années 1990, afin de décrire la communauté entourant le groupe. Ils ont leur propre code, caractéristiques et façon de s'habiller. Et les jugalos sont vus comme des clowns gothiques, utilisant du maquillage noir et blanc. Ils apprécient le rap hardcore, l'horrorcore, dont les membres de Insane Clown Posse
ont adopté le style de musique. Les trois adolescents commencent à se côtoyer grâce à cette passion commune pour la culture Juggalo et à partir de là, une étrange dynamique se met en place. Si Sarah semble intéressée par Adrian, celle-ci souhaite plutôt expérimenter une nouvelle approche de sa sexualité sans renier son attirance pour les garçons. Sarah et Adrian passent beaucoup de temps à discuter au téléphone et aussi par SMS. Adrian entretient d'étroits rapports avec Sarah et Cory, n'hésitant pas à flirter avec ce dernier. En apprenant cette situation, Sarah est prise de jalousie. Elle voyait d'un mauvais œil cette amitié naissante entre Cory et Adrian. Sarah ne voulait partager avec personne, il en était hors de question. Ça la rendait folle et jalouse de voir ça. Et en réalité, Adrian souhaite bien plus qu'une relation amicale avec Cory, ce que Sarah découvrira par la suite. Elle qui aurait bien voulu sortir avec Adrian, elle ne souhaite pas que son ami lui soit pris par la nouvelle. Sarah se rend compte de l'attention que portent les garçons à Adrian, ce qu'elle n'accepte pas non plus. Elle a pendant un temps négligé Cory afin de se rapprocher de sa nouvelle amie, dans l'intention que le statut de leur relation évolue dans le sens romantique du terme. Adrian envoie un mot à Cory, lui exprimant l'envie de sortir avec lui. Celui-ci fera part de ce message à Sarah, et autant vous dire qu'elle était folle de rage. L'adolescente était totalement hors d'elle, en colère. Sa propre attirance pour Adrian se transforme progressivement en jalousie, et même en haine. Et tout ça effaçait les sentiments qu'elle avait pu ressentir à son égard. Cory était toujours attaché à elle et semble prendre son parti. En décembre 2004, une violente dispute a eu lieu entre les deux adolescentes après l'école. Les liens vont se rompre pendant quelques temps jusqu'à qu'Adrian veuille se réconcilier. Sarah n'était pas vraiment réceptive à la démarche de celle qu'elle voyait comme une potentielle petite amie, écrivant dans son journal son intention de tuer Adrian. Si cette note apparaît comme une blague de mauvais goût aux yeux d'autres personnes, la jeune fille envisage déjà les prémices d'un plan à venir. Elle aurait déjà exprimé son intention de commettre le meurtre, sans pour autant être prise au sérieux. Adrian était même au courant de cette envie de son ancien ami, l'ayant par ailleurs interrogé afin de savoir pour quelle raison Sarah souhaitait sa mort. Tony, le papa d'Adrian, déclara n'avoir rencontré qu'une fois Sarah et qu'elle ne lui a pas donné une bonne impression. Son look gothique et son attitude ne l'inspiraient pas vraiment, mais l'adolescente était populaire au lycée. Adrian pouvait rencontrer et se lier d'amitié avec d'autres élèves. Peu de temps avant les faits, Jo, la belle-mère d'Adrian, indiquera d'ailleurs que l'adolescente commençait à avoir peur de Sarah. Elle avait peur de certaines réactions qu'elle pouvait avoir envers elle. Déjà à ce stade, ça sentait vraiment pas bon. On a beaucoup de signes alarmants qui montrent que ça va vite tourner au drame. Enfin bon, découvrons la suite, mais ça s'annonce vraiment pas bon. Le 21 janvier 2005, Adrian, qui devait commencer son service à 17h ce jour-là, ne se présente pas au Checkers restaurant où elle travaille. Ses parents trouvaient la situation un peu louche. Joanne ne l'a pas vu rentrer à la maison après les cours, pour se changer. Tony et son épouse se seraient rendus sur le lieu de travail de la jeune fille sans la retrouver. Ils débutent alors des recherches de leur côté. Ils contactent toute personne susceptible d'avoir croisé leur fille. Mais ce sera sans succès. Le père d'Adrian reporte sa disparition à la police. Un vaste dispositif pour la retrouver est alors mis en place. Tony dira qu'il pensait que sa fille était restée avec des amis sans le prévenir. Il admettra avoir ressenti de la colère à ce propos, le fait qu'elle ne le prévienne pas. Mais le père de famille est tout de même inquiet. Adrian vivait sous son toit depuis seulement 2 mois et elle n'avait qu'une poignée d'amis. La police de l'État de l'Illinois ainsi qu'un groupe vont s'assurer de la sécurité en ville en apportant leur aide à la police de East Moline. Les recherches débutent afin de trouver les indices pouvant mener à la jeune fille. Au départ, les autorités suspectent une fugue, mais ce motif est rapidement écarté quand on découvre que la jeune fille n'a pas emporté d'affaires avec elle. L'adolescente n'est pas non plus allée chercher sa paye à son travail, ce qui était aussi bizarre. Généralement, quand c'est le jour de paye, tout le monde est à l'affût. Ouais, tout le monde. Alors là, tu peux être sûr que tout le monde est ponctuel. Donc là, encore une fois, c'était très bizarre. Des flyers sont placés dans toute la ville par la famille afin qu'elle puisse rapidement obtenir des informations au sujet d'Adrian. Un appel anonyme dirigera les enquêteurs sur la piste d'un Taco Bell, où l'adolescente aurait été aperçue avec 2 amis. La police fera rapidement le rapprochement entre Sarah Kolb et Cory Gregory. Sarah et Cory sont immédiatement entendus par les enquêteurs. Lors de l'interrogatoire de routine de la jeune fille, elle raconte que Cory et elle ont déposé Adrian au McDonald's de la ville. Une dispute a eu lieu, mais elles se sont réconciliées en quittant la voiture. La version de Cory ici est assez similaire. Les 2 adolescents assurent ne rien avoir avec la disparition de leur ami. Mais peu de temps plus tard,
Corey admettra sa culpabilité pour la première fois face à son père. Celui-ci avait décidé de questionner son fils à son tour après qu'il ait été entendu par la police. Le père a enchaîné les questions sous une grosse pression et son fils Corey a fini par craquer. Il a fini par tout révéler à son père. Corey retournera à la police et révélera qu'Adrian était morte et que Sarah et lui étaient impliqués dans le crime. Il admettra qu'il savait qu'elle avait perdu la vie, car son visage ainsi que sa bouche ont changé de couleur, prenant une teinte bleutée. Afin de prouver ses dires, l'adolescent conduit les enquêteurs chez les grands-parents de Sarah, où des membres calcinés de la disparue sont retrouvés. Le chemin se poursuivra vers une bouche d'égout, sur un site historique où la tête et les bras d'Adrian seront retrouvés dans un sac poubelle. Les restes du corps d'Adrian seront retrouvés le 25 janvier 2005, soit 4 jours après avoir été portée disparue. Ce qui est horrible ici, mes amis, c'est qu'elle n'a pas juste été tuée. Elle a été démembrée de toutes parts. C'est dire à quel point ceux qui l'ont tuée étaient complètement barjots, des grands malades. Je vous jure, ça me choquera toujours les gens qui sont capables de démembrer un corps humain. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête pour arriver à une telle fin? C'est complètement absurde. Maintenant, ce que je vous propose, pour mieux comprendre, c'est de retracer ce jour tragique, de vous décrire exactement tout ce qui s'est passé. Restez bien attentifs. L'après-midi du 21 janvier 2005, Corey et Sarah décident d'inviter Adrian à manger au Taco Bell. Le petit ami de Sarah, qui est également ami avec Adrian, est également de la partie. Cette dernière, toujours dans l'idée de restaurer l'amitié avec Sarah, accepte sans hésiter. Mais elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. Là, une nouvelle scène intervient entre Sarah et Adrian un peu plus tard dans l'après-midi. Sean, le petit ami de Sarah, décide de s'en aller quand cette dernière commence à s'en prendre à Adrian verbalement et physiquement. Alors qu'ils sont en chemin vers le fast-food, Sarah commence à frapper Adrian sur la banquette arrière. Et Corey, quant à lui, était au volant. Adrian se serait défendu avec vivacité contre les coups de Sarah. Alors que la voiture est désormais à l'arrêt, Adrian est violemment agressé à l'aide d'un bâton. Un bâton que Sarah avait emmené au préalable. Corey saute sur la banquette arrière afin de maintenir la jeune femme. Il la maintient très fortement pour que Sarah continue de s'en prendre à elle. L'adolescente qui ne parvient plus à se défendre est étranglée à mort, avec une ceinture sur la banquette arrière du véhicule. Ils étaient garés sur le parking du fast-food, là où elle a été invitée. Après le décès de la jeune fille, le duo meurtrier prend la route de la ferme des grands-parents de Sarah. Il se trouve à Aledo, à une quarantaine de minutes de route de East Moline. Si l'idée était d'enterrer le corps dans un lieu isolé, les deux complices se trouvent contraints de trouver une nouvelle solution. En effet, tout ça s'est déroulé au mois de janvier, donc le sol était très dur à cause du froid. Il était impossible pour eux de creuser un trou. Sarah et Corey tentent ensuite de mettre le feu au cadavre d'Adrian avec de l'essence afin de la faire disparaître. Cette opération prendra 6 heures environ, mais ils ne vont pas y arriver. Le lendemain, les deux amis décident de faire appel à une tierce personne, un adolescent de 16 ans prénommé Nathan Godet, afin qu'il vienne prêter main forte. Le jeune homme a apparemment une obsession pour le sang et la cruauté envers les animaux. Le complice fait la route jusqu'à la ferme avec une scie pour s'occuper du cadavre. Sarah souhaitait que Corey aide Nathan à démembrer le cadavre, ce qu'il refusera. Le corps d'Adrian sera démembré en 7 morceaux et placé dans des sacs poubelles. Cette histoire est complètement dingue. À quel moment il te vient à l'esprit de découper un corps humain? Bordel, je sais même pas comment le complice a pu faire tout ça. Je n'ose même pas imaginer. C'est de la pure folie. Après avoir été découpé, le corps sera ensuite dispersé dans le bois, proche de la ferme, ainsi que le site historique Black Walk de Rock Island. Après ça, comme si de rien n'était, le trio se rendra au McDonald's pour déjeuner. Et ensuite, ils déposeront les derniers restes d'Adrian dans une bouche d'égout. Voici comment s'est déroulée cette macabre journée. Et comment Adrian est morte ce jour-là. Adrian est enterré le 5 février 2005 au cimetière Riverside de Moline. Et concernant Sarah et Corey, ils sont arrêtés le 1er février 2005 pour meurtre au premier degré et dissimulation d'homicide. Malgré les révélations de Corey ainsi que la découverte du corps de la victime, les deux principaux accusés plaident non coupables. Nathan Godet, quant à lui, est dénoncé à la police par sa grand-mère. Celle-ci avait découvert une scie ensanglantée dans sa cave. Après son arrestation, Nathan décrit aux enquêteurs de quelle manière il a procédé au démembrement de la victime. Il aurait débuté par la jambe gauche, la jambe droite,
aurait procédé de la même manière pour les bras, avant de terminer par la tête puis le torse divisé en deux parties. L'adolescent plaide coupable après un arrangement avec les autorités. Il témoignera ainsi contre Sarah et Corey lors de leur procès. Le procès de Sarah Kolb est le premier à s'ouvrir le 31 octobre 2005 dans le comté de Rock Island. Il durera 2 semaines et les jurés seront incapables de se décider à l'unanimité sur la peine, après 15 heures de délibération. Un juré souhaitait l'acquittement, tandis que les 11 autres étaient en faveur de la condamnation. Attendez. À quel moment t'as un juré qui souhaitait les acquitter? Sérieusement, tu m'étonnes qu'il est seul contre 11. Alors je sais pas ce qu'il a consommé le jour du procès, mais il avait pas les idées claires. Bien sûr qu'il méritait une totale condamnation. Où va-t-on sinon? Enfin bref, le nouveau procès de Kolb débute le 6 février 2006 à Dixon. À l'issue de cette procédure, la jeune femme est condamnée à 53 ans de prison, 48 ans pour le meurtre et 5 ans pour la dissimulation du crime. Sean participera au procès et témoignera contre Sarah. Il admettra notamment les choses suivantes. J'aurais voulu l'emmener avec moi. Si j'avais su quelque chose, ce qui allait arriver, je l'aurais sorti de la voiture avec moi. Il était la 4e personne participant à la sortie au Taco Bell. Mais voyant la situation dégénérer entre Adrian et Sarah, il avait préféré retourner au lycée, ne souhaitant pas participer à ce genre de choses. Sarah aurait forcé Adrian à regarder Corey et Sean avant que ce dernier s'en aille, lui ordonnant de ne plus s'approcher d'eux. D'anciens camarades de lycée indiqueront que Sarah avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de tuer Adrian et que cet acte ne lui faisait pas peur. Joanne, la belle-mère de la victime, va lire une lettre déchirante lors du procès, le 29 août 2006. Elle exprime les sentiments qu'elle a pu ressentir depuis la disparition d'Adrian. Et voici un extrait de la lettre. Adrian avait des rêves. Elle voulait devenir une American Idol. Elle aimait chanter. Adrian voulait devenir designer afin de réaliser des peintures détaillées sur les carrosseries de voitures. Nous planifions une fête pour sa remise de diplôme. Elle travaillait très dur afin d'obtenir son GED. Adrian rêvait de devenir Marines. Votre honneur, depuis le 21 janvier 2005, je ne peux m'empêcher de penser à l'horreur qu'Adrian a traversée. Je pense à Adrian en train de pleurer dans la voiture. Je pense à Adrian en train de se faire étrangler. Je pense à Adrian dont le corps est en train de brûler. Je pense à sa tête et à ses bras dans ce trou. Votre honneur, quel genre de personne est capable de faire ça? Votre honneur, Sarah a demandé un procès équitable et elle l'a obtenu. Qu'en est-il de Sarah qui ne donne pas de procès équitable à Adrian? Elle a jugé et condamné Adrian à la peine de mort. Adrian voulait juste être son ami. Sarah ne peut pas être condamnée à la peine de mort parce que les lois la protègent. Je vous demande de lui donner le maximum parce qu'elle a été assez mauvaise pour avoir entraîné quelqu'un à découper le corps d'Adrian. Je vous demande de lui donner le maximum. Joanne décrit ensuite en plusieurs points pour quelles raisons Sarah devrait obtenir la peine maximale, dont le fait qu'elle était l'instigatrice de ce terrible plan. Les mots de cette femme sont tout simplement déchirants. Et encore, c'était juste un extrait de la lettre. Autant vous dire que la totalité est tellement triste. Il s'agit là d'un cri du cœur pour une mère qui souhaite la justice pour sa fille. Caroline Franco, la mère biologique d'Adrian, dira qu'elle essaie de ne pas haïr les personnes responsables de la mort de sa fille. Je ne peux pas les haïr, mais je n'y peux rien. Ils m'ont pris mon bébé. Je n'arrive pas à comprendre comment un enfant peut faire ça à un autre enfant. Comment un humain peut faire ça? À l'annonce de sa sentence, Sarah n'exprime aucune réaction. Sarah Kolb va lire également une lettre face à la cour. Elle assure qu'elle n'avait aucun sentiment au moment où la mort d'Adrian est intervenue, mais qu'elle aurait pu trouver le moyen d'éviter que cela se produise. Des amis et des membres de sa famille ont témoigné pour elle, indiquant qu'ils ne la voyaient pas comme une tueuse de sang-froid. Elle était une personne attentive, apportant son soutien dans n'importe quelle situation. Toutefois, des témoignages apportés par des anciens camarades de lycée affirmeront que Sarah était en colère après avoir appris qu'Adrian avait proposé un rendez-vous à Corey. L'adolescente aurait également eu des relations sexuelles avec 2 hommes de Rock Island, ce qui n'était pas non plus du goût de Sarah. Si au départ les attentions des garçons envers Adrian débectaient Sarah, le fait d'apprendre que cela allait beaucoup plus loin l'a dégoûté. Corey Gregory plaidera coupable pour toutes les charges qui lui sont concernées, et ça évitera pour lui de passer par la case procès. Il sera à son tour condamné le 10 juillet 2006 à 45 ans de prison. 40 ans pour le meurtre et 5 ans pour la dissimulation d'homicide. Nathan Godet sera accusé de dissimulation pour avoir aidé au démembrement du corps d'Adrian. Le jeune homme plaide coupable et sera condamné à 5 ans de détention dans un centre juvénile. Il sera libéré le 11 novembre 2008 après avoir passé 4 ans derrière les barreaux.
Et pour info, Nathan va décéder d'un accident de voiture. Il va mourir peu de temps après, le 16 avril 2012, dans l'état de l'Indiana. La famille d'Adrian indiquera qu'elle n'était pas satisfaite des sentences appliquées pour les deux principaux accusés. Beaucoup auraient voulu une condamnation à vie. Sarah est aujourd'hui âgée de 35 ans et purge toujours sa peine. Dernièrement, elle se trouve au centre correctionnel Logan dans l'Illinois. Elle ne pourra pas sortir de prison avant 2058. Elle aura alors 70 ans. Sarah a fait appel de sa sentence en janvier 2003, mais sa demande a été rejetée. Corey, quant à lui, a indiqué en 2022 s'identifier comme une femme et s'appelait désormais Harley Quinn. Elle est également âgée de 35 ans et toujours emprisonnée. Harley tentera d'obtenir une réduction de peine, du fait qu'elle indiquera que son discernement était altéré en raison de son jeune âge. Cette excuse ne convaincra pas la justice américaine, et la peine ne changera pas. Elle était au départ détenue au centre correctionnel de Menard, et aurait également été transférée à celui de Stateville, ayant accueilli par le passé John Wayne Gacy et Richard Speck. Si Sarah n'exprime aucun réel remords au tribunal, et si la lettre lue après le verdict du deuxième procès n'aura pas vraiment convaincu la famille de la victime, Harley, anciennement Corey, indiquera son souhait de revenir en arrière, même si cela ne ramènera pas Adrian. Du côté de la famille d'Adrian, Tony et Joanne Reynolds feront une donation. Ils vont faire un don à l'établissement scolaire de l'adolescente en 2019. La famille a levé des milliers de dollars de fonds pour aider des étudiants à régler leurs frais de scolarité. Ils permettent ainsi à de nombreux élèves de mener à bien leurs études. Et franchement, je trouve ça magnifique de leur part. Je trouve que c'est super beau de faire ça et c'est un très bel hommage pour Adrian. Ils ont pu, malgré l'horreur de leur vécu, faire le bien autour d'eux à leur manière, en mémoire d'Adrian. Ici, j'aimerais revenir sur la relation complexe qu'entretenaient les trois adolescents avant les faits. Nous avons tout d'abord une jeune fille, Sarah, qui est très protectrice envers son meilleur ami Corey, au point de vouloir le garder pour lui alors qu'elle-même, elle avait son petit ami. Corey est amoureux de Sarah et fait tout pour la satisfaire. Chaque occasion est bonne pour lui prouver sa dévotion. Il se contente de rester dans son ombre en espérant que les sentiments qu'il éprouve deviennent réciproques. L'arrivée d'Adrian bouleverse le duo de façon drastique. Sarah est instantanément attirée par elle et les deux adolescentes entretiennent leur relation au-delà du lycée. Adrian est une personne plutôt sociable, discute avec Corey en parallèle, mais souhaite également lier d'autres amitiés au sein de son nouvel environnement. Malheureusement, l'intérêt un peu plus romantique qu'elle portait envers Sarah n'était pas celui que celle-ci espérait. Adrian, comme pas mal d'adolescents avant elle, se questionne sur sa sexualité. Elle sait qu'elle est attirée par les garçons, mais elle souhaite également faire sa propre expérience. Sarah est le noyau fort du groupe que formaient les adolescents. La jeune fille a un ascendant sur son entourage, décidant de faire ou défaire les amitiés comme bon lui semble. Elle est populaire et décrite comme une reine au sein de l'établissement scolaire qu'elle fréquente. Sarah a un petit ami, donc elle ne semble pas en mal d'amour. Et Corey la suit dans tout ce qu'elle fait, sans broncher. Elle a une vie normale, bien qu'elle ait rencontré des difficultés sur le plan scolaire et qu'elle consomme des drogues douces. Ici, on ne sait pas vraiment quels étaient les sentiments de Corey envers Adrian. Il semblait apprécier l'adolescente, mais nous ne sommes pas en capacité de décrire s'il éprouvait une quelconque attirance pour elle, autre qu'amicale. Son amour pour Sarah l'a guidée dans les faits. Adrian était une jeune fille qui venait de débarquer dans une nouvelle ville. Elle souhaitait juste repartir à zéro. Elle avait le désir d'obtenir son diplôme et de rentrer dans les Marines par la suite. L'adolescente avait trouvé un travail de serveuse dans un restaurant, prouvant ainsi son désir d'aller de l'avant et de se montrer indépendante. Ses anciens démons doivent rester derrière elle, mais elle ne savait pas qu'en se liant à Sarah Kolb et à Corey Gregory, son destin allait prendre un funeste chemin. Ce que l'on comprend après les faits, c'est qu'Adrian n'avait non seulement pas le droit d'avoir sa propre vie, de plaire ou de sortir avec des garçons, encore moins avec Corey. Sarah souhaitait qu'une réelle relation amoureuse naisse entre les deux jeunes filles. Si Adrian ne voulait pas d'elle, elle n'avait pas le droit d'aller voir ailleurs, et elle devait donc disparaître. Ainsi se termine l'histoire d'Adrian Reynolds, celle d'une jeune fille qui souhaitait juste se faire des nouveaux amis dans sa nouvelle vie. Cette histoire, elle est juste dingue. Si tu te mets à la place des parents, jamais, au grand jamais, tu te dis que ta fille, un jour, sera retrouvée morte. Et encore moins démembrée, bordel. Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer, et c'est terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, comme je l'ai dit, c'est qu'elle n'est pas juste retrouvée morte. Elle est retrouvée démembrée, la tête d'un côté, les bras de l'autre, Enfin bref, c'est ça le pire. Déjà qu'on t'annonce cette terrible nouvelle, alors savoir tous ces détails, c'est encore pire. Des actes aussi barbares, ça ne devrait même pas exister. Et pourtant, Dieu sait à quel point il y en a dans cette terre.
C'est là qu'on voit à quel point la jalousie mène à des actes terribles et irréversibles. Sous prétexte qu'Adrian ne souhaitait pas sortir avec Sarah et qu'elle était plutôt attirée par Cory, 4 familles ont été détruites suite au meurtre de l'adolescente. Et cette terrible affaire n'est pourtant pas un cas isolé. Et pour cause, quelques années plus tard, on a aussi l'histoire de Skylar Ness, qui a également été trahi par 2 amis proches, un cas assez similaire à l'histoire d'aujourd'hui. Comme quoi, ce genre d'histoire, on n'est pas prêt d'en voir la fin. Enfin bon, j'attends vos avis en commentaire concernant l'histoire d'Adrian. J'ai hâte de vous lire et d'avoir votre point de vue. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi, il est temps pour moi de vous laisser maintenant. Prends bien soin de toi et tes proches, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Hop hop hop, oubliez pas pour eBay Club, vous avez le lien juste en description, donc n'hésitez pas à faire un tour. Merci à toutes et à tous. Vidéo terminée. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les lendemains avaient un goût de miel.